Le 13 octobre 2025, Washington suspend brusquement tous les visas à Ouagadougou et place l'ambassade en sommeil opérationnel. Sur le papier, la manœuvre punit, humilie et détourne étudiants, entrepreneurs et familles burkinabés vers Lomé, ajoutant des coûts, des délais et une symbolique de dépendance soigneusement mise en scène. Mais comment Ibrahim Traoré transforme-t-il ce coup de force en tremplin stratégique, faisant d'une fermeture consulaire un révélateur de souveraineté et un moteur d'intégration panafricaine concrète? Une porte se claque à l'ouest. Au sud et sur le continent, un millier d'issues s'entr'ouvrent, prêtes à devenir des routes. Derrière la fermeture d'un simple bureau de visa se cache une bataille bien plus vaste, celle du droit pour une nation africaine de dire non sans être punie. Comprendre cette affaire, c'est comprendre comment la souveraineté peut se transformer en levier collectif africain. En refusant le marché américain sur les déportations rémunérées, le Burkina Faso a choisi la dignité au prix de l'isolement. Ce choix, d'abord perçu comme suicidaire, a révélé en quelques jours une autre réalité, celle d'un continent capable de se tendre la main au lieu de tendre la sébile. Les étudiants recalés des universités américaines, les entrepreneurs privés de salons internationaux, les familles bloquées aux frontières, tous sont devenus les acteurs involontaires d'une révolution silencieuse. Le pari d'Ibrahim Traoré n'est plus seulement politique, il est philosophique, existentiel, car ce que Washington voulait présenter comme une sanction est désormais une expérience grandeur nature sur la reconstruction d'un avenir africain affranchi de l'arbitraire occidental. Et si la vraie question n'était plus « pourquoi nous punissent-ils » mais « que pouvons-nous bâtir sans eux ?» En seulement 72 heures, le Burkina Faso transforme une humiliation diplomatique en manifeste continental. Ce basculement éclair, porté par Ibrahim Traoré et son ministre des Affaires étrangères, redéfinit le rapport de force entre l'Afrique et ses anciens maîtres d'agenda. Le 13 octobre 2025, l'ambassade des États-Unis à Ouagadougou annonce la suspension immédiate de tous les services de visa. Officiellement, des irrégularités administratives. En réalité, une rétorsion politique. La décision frappe des centaines d'étudiants, de familles et d'entrepreneurs. Mais surtout, elle vise à tester la résistance d'un pays déjà engagé dans une rupture ouverte avec les réseaux occidentaux. Depuis 2022, le Burkina Faso a expulsé les troupes françaises, fermé les bases militaires, retiré les accréditations des médias hexagonaux et consolidé l'alliance des États du Sahel avec le Mali et le Niger. Ces gestes, successifs mais cohérents, traduisent une logique. La souveraineté n'est pas négociable. L'offre américaine de coopération migratoire, accepter des déportés étrangers contre compensation, a simplement cristallisé cette ligne rouge. La riposte d'Ibrahim Traoré surprend Washington. Pas de colère, pas d'escalade verbale, mais une recomposition immédiate. Bourse panafricaine, accords éducatifs avec le Ghana et la Tanzanie, plateforme de paiement numérique pour contourner les circuits bancaires occidentaux. Chaque initiative devient une pièce d'un puzzle nouveau. L'État burkinabé passe du statut de sanctionné à celui d'architecte d'un réseau sud-sud autonome. Dans les rues de Ouagadougou, les slogans « Terre d'accueil, pas de déportation » se multiplient. Des artistes peignent une porte close surmontée de la devise « Vous fermez vos frontières, nous ouvrons notre avenir ». Ce qui n'était qu'un incident consulaire devient un récit fondateur. L'Afrique peut se défendre non par la confrontation, mais par la création. À Ouagadougou, la première à réagir n'est pas une ministre, mais une étudiante. Mariam Kaboré, 22 ans, venait d'obtenir une bourse pour un master à Boston. Son entretien de visa annulé, elle écrit une lettre ouverte. Si l'Amérique ferme sa porte, l'Afrique doit ouvrir ses classes. En quelques heures, le texte devient viral. Le même soir, un jeune entrepreneur du secteur numérique, Adama Nebié, poste une vidéo expliquant comment son équipe transférera désormais les paiements internationaux via des plateformes panafricaines. Ces deux voix, l'une étudiante, l'autre économique, incarnent l'esprit de résistance civile que souhaite encourager Ibrahim Traoré. Transformer chaque frustration en prototype d'autonomie. À la télévision nationale, le chef de l'État reprend cette impulsion populaire. Nous ne répondrons pas à l'arrogance par la colère, mais par l'action. Dans la foulée, un programme baptisé New Gateways Initiative est lancé. Objectif: créer des corridors éducatifs et commerciaux intra-africains capables d'absorber le choc de la fermeture américaine. Dans les campus du Ghana, du Sénégal ou de Tanzanie, des places sont offertes aux étudiants burkinabés.
Dans les foires régionales, les startups du Sahel exposent leurs innovations sous un même pavillon. Les premières semaines suffisent pour montrer que la fermeture d'un consulat peut devenir le laboratoire d'un continent. Mariam reçoit une admission à Accra, Adama signe un contrat à Bamako. Et dans l'opinion, une idée germe. La dépendance n'est pas une fatalité. Quelques minutes après l'annonce de la suspension des visas, le 13 octobre à 18h45, l'ambassade américaine à Ouagadougou publie un communiqué sec. Suspension immédiate de tous les services de visa. Aucun drapeau en berne, aucune explication humaine, seulement une adresse électronique vers Lomé. Les files d'attente devant le consulat se dispersent. Étudiants, hommes d'affaires, familles. La sidération est totale. Les agents ferment les guichets, baissent les stores. Un symbole vient de tomber. Le lendemain, les radios locales s'enflamment. Des chroniqueurs dénoncent une punition collective. Les réseaux sociaux burkinabés explosent. À midi, Ibrahim Traoré convoque son conseil restreint. Pas de crise de nerfs, mais une feuille blanche. Une phrase. Si une porte se ferme, bâtissez-en 10. Le ministre des Affaires étrangères, Karamoko Jean-Marie Traoré, annonce en direct « Le Burkina Faso est une terre d'accueil, pas une terre de déportation. » La population comprend immédiatement. La riposte sera morale avant d'être diplomatique. Dès le 3e jour, le gouvernement dévoile une série d'initiatives. Création de bourses panafricaines avec le Ghana, le Sénégal et la Tanzanie. Accords médicaux accélérés avec le Maroc, l'Égypte et l'Inde. Lancement du forum Trade South, Grow Together à Ouagadougou, où 42 entreprises régionales signent des partenariats sans intermédiaires occidentaux. Campagne Come Home by Choice, invitant les afro-descendants à revenir enseigner, investir, soigner. Déploiement d'une solution de paiement intra-africain, WagaPay, développée par des ingénieurs locaux. La presse internationale hésite. Erreur tactique de Washington ou génie symbolique africain. Les images circulent. Étudiants brandissant des pancartes « No visa, no problem ». Jeunes médecins en blouse blanche saluant la caméra. Nous restons ici pour construire. La diplomatie burkinabé profite du tumulte. Des délégations du Mali et du Niger débarquent à Ouagadougou. L'Alliance des États du Sahel affiche une solidarité de fer. Les chancelleries occidentales observent, déstabilisées. Une semaine plus tard, une conférence de presse mondiale s'ouvre à Ouagadougou. Ibrahim Traoré, costume sobre, ton posé. On nous ferme une porte? Très bien. Nous en ouvrirons 1000. Cette phrase devient virale. En moins d'une semaine, des étudiants ghanéens proposent des tuteurs volontaires. Des entrepreneurs ivoiriens offrent des bureaux de coworking gratuits. La punition américaine vient d'accoucher d'un réseau inédit. Sur les murs de la capitale, des affiches s'arrachent, un cadenas brisé, un soleil africain derrière. Ce jour-là, le Burkina Faso cesse d'être victime. Il devient exemple. Avant octobre 2025, le Burkina Faso comptait en moyenne 3200 demandes de visas américains par trimestre. 3 mois après la fermeture de l'ambassade, ce chiffre chute à moins de 400 dossiers transférés via Lomé, soit une baisse de près de 88%. Cette contraction spectaculaire illustre à la fois la dépendance initiale et la rapidité d'adaptation nationale. En parallèle, le volume d'inscriptions universitaires intra-africaines explose. Plus 270% en 6 semaines, selon le ministère burkinabé de l'Éducation. Chaque étudiant bloqué à Boston ou Atlanta se réinscrit à Accra, Dakar ou Dar es Salaam. Le cerveau reste africain, l'expérience devient continentale. Côté commerce, les premières éditions du forum Trade South, Grow Together, attirent 112 entreprises régionales et près de 38 millions USD de contrats signés. Ce n'est pas encore un miracle économique, mais un premier marché libéré des taux de change et des intermédiaires occidentaux. Sous Ibrahim Traoré, le ministère des Finances établit un tableau comparatif. Avant la crise, 68% des transactions internationales passaient par des banques européennes. 6 mois plus tard, ce taux tombe à 41%. Les flux restants transitent désormais par des circuits africains ou asiatiques. Les investissements privés suivent la même tendance. Des fonds maliens, nigériens et sénégalais injectent 15 millions USD dans le programme WagaPay, preuve que l'alternative technologique suscite la confiance régionale. Le FMI, dans un rapport confidentiel, reconnaît que le Burkina Faso réussit l'un des transferts de dépendance financière les plus rapides jamais observés en Afrique subsaharienne. Sur le plan social, le moral collectif évolue. Les enquêtes d'opinion
montre 72% de Burkinabés jugeant la réponse gouvernementale digne et constructive, contre 48% avant la crise. Les universités partenaires enregistrent un taux de satisfaction de 89% chez les étudiants burkinabés relocalisés. Les médias locaux titrent « De la fermeture d'un guichet à l'ouverture d'un continent ». Certes, tout n'est pas réglé. Les classes moyennes pâtissent encore des coûts de déplacement. Certaines PME perdent l'accès au marché américain. Mais la dynamique interne compense. Les recettes fiscales issues des échanges régionaux ont augmenté de 17% en un trimestre, effaçant partiellement les pertes des exportations vers les États-Unis. Le résultat global, une chute d'accès occidental, compensée par un bond d'intégration sud-sud. La crise consulaire se transforme en indicateur économique d'émancipation. Et dans les graphiques du ministère, une phrase revient. Punition, 88%. Réponse, plus 270%. Un conseiller d'Ibrahim Traoré commente « Les chiffres ne mentent pas. L'Afrique n'a jamais été aussi proche d'elle-même. » Cependant, les critiques de la stratégie d'Ibrahim Traoré ne manquent pas, même sur le continent. Deux camps s'affrontent. D'un côté, certains, souvent issus de la diaspora, défendent une position réaliste. Le Burkina Faso aurait dû signer l'accord migratoire. Accepter les déportés étrangers, c'est un coût limité pour garder l'accès aux visas, au financement, aux bourses. Pour eux, la fermeture américaine isole le pays, freine la recherche scientifique et décourage les investisseurs occidentaux. Ils rappellent que 80% des transferts technologiques africains proviennent encore de pays de l'OCDE. Leur logique, dans un monde interdépendant, la dignité seule ne nourrit pas les laboratoires. De l'autre côté, d'autres soutiennent une lecture morale et stratégique. Accepter un deal d'humiliation, c'est céder la clé de son avenir. Ils citent les précédents. La France en 2022, les bases militaires, les médias étrangers, les accords de défense. À chaque rupture, les mêmes prophéties de chaos. À chaque fois, la société burkinabé a tenu. Pour eux, le refus d'Ibrahim Traoré est moins un geste d'orgueil qu'un test de cohérence. Les données les confortent. Malgré l'isolement diplomatique, les indicateurs socio-économiques restent stables. Les échanges régionaux augmentent, les nouvelles alliances se consolident. Même le FMI, habituellement critique, reconnaît la résilience inattendue du Burkina. Et dans l'opinion publique africaine, un glissement s'opère. La souveraineté devient une valeur mesurable, presque quantifiable. Ce débat structure désormais la diplomatie du continent. D'un côté, la promesse d'une intégration douce dans l'ordre mondial, de l'autre, le pari d'une reconstruction à partir du Sud. Entre dépendance confortable et indépendance risquée, le choix d'Ibrahim Traoré tranche net. Et l'histoire retiendra peut-être qu'en refusant un simple accord migratoire, il a signé le premier traité d'émancipation africaine du XXIe siècle. Là où Washington imaginait une crise de dépendance, Ouagadougou fabrique une démonstration d'indépendance. Les images du président Ibrahim Traoré aux côtés de jeunes ingénieurs de Ouagapay circulent partout. Un chef d'État discute en code, pas protocole. Le message est clair. La souveraineté n'est plus une déclaration, c'est une architecture. Dans les couloirs du palais, un mot d'ordre circule. Bâtir, pas supplier. Les étudiants, privés de visas américains, rejoignent les universités africaines avec un sentiment nouveau. Celui d'appartenir à une génération qui transforme le rejet en fondation. Les chancelleries occidentales hésitent. Faut-il ignorer ce mouvement ou le contenir? Trop tard. Le récit est déjà né. Le Burkina Faso n'est plus petit pays enclavé. Il devient symbole. Au niveau individuel, la fermeture du bureau de visas a d'abord provoqué un choc. Plus de 600 demandes en attente suspendues, des familles coupées entre deux continents. Mais rapidement, une réorientation s'opère. Les jeunes burkinabés, encouragés par les programmes panafricains, découvrent des options de formation sur le continent. Les flux migratoires internes augmentent de 35%, principalement vers le Ghana et la Côte d'Ivoire. Le traumatisme initial devient apprentissage collectif. L'Afrique se découvre comme destination de substitution, pas par défaut, mais par conviction. Privés de foires américaines et de circuits bancaires habituels, les entrepreneurs s'adaptent. Les échanges régionaux progressent de 22% sur 3 mois, tirés par les foires Trade South. Le nouveau système Ouagapay réalise déjà 40 000 transactions mensuelles, facilitant le commerce sans devise forte. Ce déplacement du centre de gravité économique démontre qu'un écosystème peut survivre sans validation extérieure. Les PME locales,
autrefois dépendantes de la clientèle occidentale, découvrent un marché africain dynamique et solidaire. Sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, l'État restructure sa politique étrangère autour d'un triptyque: autonomie, alliance, action. Les ambassades du Burkina au Mali, au Niger et au Bénin deviennent des hubs de coopération intergouvernementale. Des conventions éducatives, médicales et technologiques sont signées sans intermédiaires européens. L'administration observe un gain net de 12% sur les coûts de coopération grâce à la suppression des commissions d'agences occidentales. La souveraineté cesse d'être un slogan. Elle devient une ligne budgétaire mesurable. La position du Burkina influence toute la zone sahélienne. Le Mali et le Niger renforcent leurs alliances, projets conjoints de cybersécurité et d'énergie solaire. Même des pays non membres de l'Alliance du Sahel, comme le Ghana et la Tanzanie, participent aux bourses régionales. À l'international, la Chine et l'Inde intensifient leur partenariat. Plus 18% d'échanges commerciaux bilatéraux au premier trimestre 2026. L'Afrique du Sahel n'est plus périphérie, elle devient laboratoire. Ce que Washington voyait comme une sanction se transforme en catalyseur géopolitique. Les élites africaines parlent désormais de effet Traoré. L'idée qu'une punition peut révéler une puissance latente. Et dans les couloirs de l'Union africaine, une phrase circule. Quand on ferme une ambassade au Sahel, on ouvre un chapitre en Afrique. Dans les 6 prochains mois, la fermeture de l'ambassade reste effective. Le Burkina Faso consolide ses alliances africaines, mais sans percée diplomatique majeure. Les flux économiques régionaux compensent à moitié la perte d'accès occidental. Les étudiants poursuivent leurs études sur le continent, les entreprises adaptent leurs circuits, la croissance reste modeste à plus 1,8%. C'est la normalisation d'une nouvelle réalité. Moins d'aide, plus d'autonomie. Mais un scénario plus ambitieux émerge. Si les partenariats sud-sud s'amplifient, le Burkina pourrait devenir, d'ici un an, le noyau d'une zone économique sahélienne souveraine. Les forums Trade South, Grow Together se multiplient. Un fonds commun est créé entre Ouagadougou, Bamako et Niamey. La Chine, l'Inde et le Brésil intensifient leur coopération technique. Résultat, une croissance autour de plus 4%. Une perception internationale révisée. Le pays, jadis perçu comme rebelle, devient pionnier de la diplomatie d'équilibre. Pour Ibrahim Traoré, ce scénario serait la validation ultime de sa stratégie. Prouver qu'un petit État peut transformer l'isolement en influence. Cependant, un scénario plus sombre reste possible. Washington, irrité par l'effet d'entraînement africain, renforce les sanctions. Blocage d'aide multilatérale, restrictions financières. Certains voisins, sous pression, se distancient. Le Burkina subit alors un ralentissement sévère, 2,4% de croissance, inflation importée, tensions internes. Mais même dans ce contexte, l'État conserve sa cohésion. La population soutient majoritairement la ligne de fermeté. La résilience devient le dernier pilier de souveraineté. L'histoire récente montre que les pays capables de transformer la contrainte en apprentissage finissent toujours par gagner en crédibilité. Qu'il s'agisse d'un scénario stable, expansif ou tendu, l'enjeu dépasse les chiffres, il concerne la psychologie d'un continent. Le modèle Traoré n'est pas une doctrine, c'est une attitude, celle de refuser la peur de l'isolement. Et parfois, dans le silence d'une ambassade fermée, naît le bruit d'un monde qui se reconstruit. Pour les jeunes Africains, l'histoire du Burkina Faso résonne comme un miroir. Combien ont vu leur avenir suspendu à un tampon de visa? Combien ont cru qu'un refus de Washington valait condamnation? Aujourd'hui, cette croyance s'effrite. Ibrahim Traoré a brisé le sortilège du passeport inférieur. En refusant la peur de perdre l'accès, il a redonné à une génération le courage de bâtir sans permission. Pour la diaspora, le signal est différent, mais tout aussi fort. Ceux qui vivent entre deux mondes comprennent soudain que la souveraineté n'est pas un luxe d'État, mais une nécessité de dignité. Des associations d'expatriés organisent des levées de fonds pour soutenir les universités africaines partenaires. Des ingénieurs burkinabés à Montréal ou Paris développent bénévolement des modules pour Ouagapé. Le lien se renverse. Ce ne sont plus les expatriés qui sauvent leur pays, mais leur pays qui leur montre un chemin d'affirmation. Et pour les citoyens du continent, même sans lien direct avec Ouagadougou, un message simple circule. Si un petit État enclavé peut résister, pourquoi pas nous? Dans les marchés, les taxis, les campus, l'affaire du visa américain est devenue plus qu'un événement diplomatique.
C'est une conversation sur la valeur de soi. Parce que derrière le nom d'Ibrahim Traoré, beaucoup lisent autre chose. L'idée que l'Afrique n'est pas condamnée à subir les humeurs du monde. Pour que la transformation burkinabé ne reste pas un symbole, il faut la structurer. Le gouvernement d'Ibrahim Traoré esquisse déjà un plan en 5 étapes, pensé comme un guide pour l'autonomie africaine. D'abord, institutionnaliser l'éducation régionale. Les accords universitaires entre le Burkina Faso, le Ghana et la Tanzanie doivent devenir un consortium permanent doté d'un budget commun. Objectif, 10 000 bourses panafricaines d'ici 2027. Ensuite, diversifier les partenaires économiques, renforcer les liens commerciaux avec les pays du Sud, Inde, Brésil, Turquie, Maroc, créer un observatoire du commerce Sud-Sud pour suivre les volumes et la transparence, puis renforcer l'indépendance numérique, étendre WagaPay à 10 pays africains. Objectif, 1 million d'utilisateurs actifs et 10% du PIB numérique régional en 3 ans. Ensuite, valoriser la diplomatie de proximité, former 200 jeunes diplomates régionaux pour gérer les nouvelles ambassades africaines interconnectées. Enfin, mesurer la souveraineté, créer un indice de résilience africaine, un tableau annuel combinant indépendance financière, éducation locale et connectivité régionale. Ce plan, s'il réussit, pourrait devenir une méthodologie continentale. Dans la cour de l'université de Ouagadougou, Mariam Kaboré range son passeport dans un tiroir. À côté, une feuille plastifiée, lettre refusée, visa non délivré. Elle sourit pourtant. Son futur n'est plus suspendu à un consulat étranger, mais ancré dans une salle de classe africaine, entourée d'autres étudiants venus du Ghana, du Sénégal, de Tanzanie. Adama, lui, a collé sur la porte de son bureau un autocollant « No visa, no problem ». Le logo de WagaPay s'étend maintenant jusqu'à Bamako. Quand les journalistes lui demandent ce qu'il retient de ces mois de turbulence, il répond simplement « Nous avons cessé d'attendre qu'on nous ouvre la porte ». Dans les rues de Ouagadougou, les affiches montrent toujours la même image. Un cadenas brisé, un soleil levant. Au-dessous, la phrase d'Ibrahim Traoré est devenue devise nationale. Une porte fermée n'arrête pas ceux qui savent de bâtir. C'est cela peut-être la vraie victoire. Avoir changé le sens du mot punition. Parce qu'à présent, chaque refus devient un départ. Au-delà du Burkina Faso, c'est tout un imaginaire africain qui se réveille. Les murs peints de Ouagadougou rappellent désormais une leçon simple. La souveraineté n'est pas un privilège, c'est une pratique quotidienne. Et dans ce tableau collectif, le visage d'Ibrahim Traoré symbolise moins un homme qu'un mouvement, celui d'une génération qui préfère construire que quémander. Sur les réseaux, la conversation s'élargit. Étudiants, artisans, journalistes, tous débattent d'une même question. Comment faire exister l'Afrique sans autorisation extérieure? La fermeture d'une ambassade devient ainsi le point de départ d'une conscience nouvelle. Si vous avez suivi cette histoire, partagez-la, discutez-la, contredisez-la même. Parce que c'est dans le débat que naît la maturité politique. Et surtout, souvenez-vous, parfois le monde change non pas quand une porte s'ouvre, mais quand on apprend à en bâtir une autre. Alors, selon vous, la souveraineté africaine est-elle un rêve ou déjà une œuvre en cours?